Bonjour messieurs, merci d'être présents avec nous sur le site Melchior et en collaboration avec Vie Publique pour évoquer la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés sur quelques domaines très précis. Alors, vous êtes Rodolphe Gélin, expert en robotique et en intelligence artificielle. Bonjour. Olivier Guilhem. De votre côté, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies et vous êtes directeur juridique et risque chez SoftBank Robotics Europe et également vice-président de l'association du droit des robots. Bonjour à vous. Ma réponse ne sera pas foncièrement négative. Je vais essayer de la nuancer parce que je pense qu'effectivement, il y a de potentiels travers, mais un petit peu comme on parlait d'outils tout à l'heure. Donc, comme n'importe quel outil, il est possible de l'utiliser de diverses manières, c'est-à-dire aussi bien négativement que positivement. On prend souvent la référence au marteau. Je peux utiliser le marteau effectivement pour construire quelque chose. C'est un acte qui est très positif, mais aussi pour m'en servir comme d'une arme par destination. Et là, visiblement, les fins poursuivies sont un peu plus négatives. L'intelligence artificielle, c'est pareil. L'intelligence artificielle est neutre par essence. Elle peut être biaisée, bien sûr, dans la manière dont elle est nourrie, mais par essence, c'est un outil neutre. Maintenant, il faut bien comprendre qu'effectivement, certains usages peuvent questionner, et je pense que chacun doit être conscient qu'elle peut être utilisée à des fins un peu plus douteuses. Je pense que vous faites référence notamment aux bulles de filtre ou bulles filtrantes, c'est-à-dire dans l'usage au quotidien que je vais avoir, dans mes interactions que je vais avoir sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, l'information qui m'est donnée ou les éléments qui me sont apportés sont neutres, sont non biaisés? Peut-être préciser à cet endroit justement, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde en a bien conscience, que cette intelligence artificielle dont on parle, elle est effectivement utilisée tous les jours, puisqu'elle est présente dans les outils que vous citez. Elle est présente dès qu'on se tourne vers un moteur de recherche sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez raison, il faudrait peut-être préciser ça avant toute chose. On baigne dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Elle est sur vos téléphones, elle est sur l'ensemble de vos objets connectés, donc vos enceintes connectées. Elle est bien sûr Internet, c'est presque de l'intelligence artificielle à tous les coins de code, si je puis dire, dans les réseaux sociaux. Bref, elle nous entoure. Elle nous entoure. Elle nous entoure et elle a besoin de données en fait pour fonctionner, pour vivre et pour nous apporter des réponses personnalisées. En fait, ce dont on est en train de parler, c'est de la personnalisation. La personnalisation, c'est quelque chose de fantastique puisque c'est un service haute couture. Ça veut dire que je vais avoir la réponse que je recherche en fonction du contexte. Donc, je n'aurai pas à lire un ensemble de réponses pour enfin trouver la réponse que je souhaite. Je vais avoir une réponse précise qui correspond à mes attentes en fonction de ma personnalité. C'est extraordinaire. Simplement, pour parvenir à cette fin, l'intelligence artificielle va utiliser l'ensemble des données que je vais donner pour avoir la réponse la plus appropriée. Le fait est que l'éditeur va chercher à vous donner bien sûr une réponse qui va vous plaire, qui va aller dans votre sens. Donc, le point d'intention qu'il faut avoir, par exemple, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que l'information qui m'est remontée est une information objective ou est-ce que c'est une information qui m'a été remontée parce que je cherchais à avoir ce type d'information? Est-ce que ce type d'information n'est pas juste là pour me faire plaisir? Si j'ai une opinion, une coloration politique particulière, finalement, est-ce que l'information qui va me remonter à force de mes recherches, ce ne sont pas des informations qui ont la même coloration politique que moi? Si c'est le cas, et c'est souvent le cas, il s'avère que en fait, je vais rester ce qu'on appelle dans ma bulle et je vais être un petit peu déconnecté de la réalité, ou du moins des opinions divergentes.
ce qui est logique puisque on cherche à me faire rester le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux, je devrais plutôt dire. Donc, il n'y a aucun intérêt, si par exemple j'étais un écologiste, de m'orienter vers un site de chasseurs qui aurait peut-être un effet non recherché, qui est celui de mon désintérêt. Mais en attendant, je ne me confronte plus à des opinions divergentes. Pire, je vais rester dans mon groupe et souvent, il y a un effet d'entraînement. C'est Cass Sunstein qui avait décrit ce phénomène de polarisation en fait, des groupes et d'effet d'enchaînement dans le groupe, c'est-à-dire une sorte de radicalisation des membres du groupe. Voilà. Les bulles filtrantes, pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent faire des recherches un peu plus poussées, a été décrit par Elie Pariser dans un ouvrage éponyme un peu, qui date de 2011. Voilà. Et maintenant, ça va même encore au-delà, ça va un petit peu plus loin, puisqu'en fait, il y a des travaux qui ont été effectués sur l'économie, ce qu'on appelle l'économie comportementale, et qui ont été un petit peu mixés avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que maintenant, je ne vais pas juste chercher à collecter un ensemble de données vous concernant pour vous offrir ce service haute couture. Je vais essayer, en plus de collecter ces données pour vous offrir ce service haute couture, de prévoir votre comportement et de l'anticiper, voire, si possible, de l'influencer. C'est ce qu'on appelle les nudges. Les nudges, c'est le coup de pouce, traduit en français. C'est toutes les techniques en fait, de marketing comportemental qui vont vous pousser dans une direction de manière soft, de manière douce, pour vous inciter à apprendre tel ou tel comportement. Je vais citer peut-être un exemple parce que ça reste un petit peu théorique comme ça. On pourrait prendre l'exemple lorsque vous allez faire une location, comme ça je cite personne, une location d'un meublé pour vos vacances, etc. Vous allez louer sur une plateforme et en fait ce qui va se passer c'est que vous locataire et vous propriétaire, vous allez pouvoir réciproquement par exemple vous noter. Et en fait le système de notation qui est mis en place, c'est fait pour vous inciter gentiment à adopter un comportement particulier. Celui tout simplement d'honorer réciproquement le contrat, c'est-à-dire de fournir un logement qui est décent et propre d'un côté, et de l'autre, vous ne saccagez pas. Voilà. Donc ce système de notation contribue à ce qu'on appelle les nudges, c'est-à-dire des petites incitations dans votre comportement. Voilà. Et donc tout ça... Qui prennent un aspect un peu marketing parfois, c'est-à-dire qu'on sent que ça dévie vers une utilisation. Maintenant, bien sûr, il y a des travers qu'on vient d'évoquer, mais il faut voir que l'intelligence artificielle est surtout une magnifique opportunité, je pense, pour l'espèce humaine, d'appréhender de nouvelles connaissances, de s'ouvrir des champs incroyables et novateurs. Il faut savoir que même ça repense notre conception du temps. C'est-à-dire que, bien sûr, notre temps sur Terre est fini, mais l'intelligence artificielle va permettre de démultiplier nos actions. Un autre exemple, ça veut dire que peut-être là, lorsque nous sommes en train de discuter, il y a mon robot tondeuse qui est en train de couper l'herbe dans mon jardin. Bon, on est en hiver, donc peut-être pas trop, mais peut-être que mon robot aspirateur, lui, il est en train de faire le ménage et fait gagner un temps considérable que je peux consacrer à autre chose. Et c'est pareil en matière d'emploi. En matière d'emploi, peut-être que vous me poserez des questions plus tard, mais le temps qui est dégagé pour l'homme peut être consacré à autre chose, des tâches plus productives ou non. En tout cas, l'homme a le choix maintenant de se dégager de certaines tâches et d'utiliser à profit le temps qu'il a ainsi dégagé. Si je peux, revenir un petit peu sur les questions de liberté. C'est vrai qu'il y a un côté un peu angoissant quand on commence à poser une question sur un moteur de recherche, de voir que le moteur de recherche devine notre question.
Donc, c'est à la fois super, comme disait Olivier, ça veut dire qu'on est bien ciblé et ça fait plaisir. En même temps, il y a un petit côté angoissant qui dit, mais en fait, la machine lit dans mes pensées. Et donc, voilà, où elle est mal. Et en fait, c'est une question sur la liberté. Est-ce qu'on est libre dans le fond, quoi? Est-ce que cette question qu'on pensait jaillir de notre liberté, en fait, eh bien, elle ne jaillit pas des pressions sociales qu'on a tout autour de nous et que, en fait, tout le monde se pose les mêmes questions. Personne ne m'a obligé de poser cette question, mais voilà, les contraintes autour de moi font que, voilà, je me pose la même question que tout le monde. Alors voilà, est-ce que ça, c'est une expression, c'est une preuve que... Voilà, la vraie question, c'est est-ce qu'on est encore libre, en fait? Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle ne fait pas que montrer que, par certains côtés, on n'est plus tellement libre parce qu'il y a tellement de pression de la société de tous côtés dont on ne se rend pas vraiment compte? L'IA ne fait que montrer ça. Puis après, pour reprendre l'histoire des bulles filtrantes, c'est vrai que là aussi, il y a une espèce de... Voilà, l'IA va nous brosser dans le sens du poil, de la paresse. Mais il faut voir que c'est aussi une opportunité d'aller voir les opinions des autres. Si vous êtes profondément anti-nucléaire, c'est, je pense, très enrichissant d'aller voir les opinions des gens qui sont pro-nucléaires pour comprendre quels sont les arguments, est-ce qu'il y a du bon, est-ce qu'ils sont faciles à démonter. Et ben, il y a ça aussi qui est... En fait, cet outil-là, encore une fois, comme disait Olivier, c'est la façon dont on s'en sert. Si on cherche à être conforté si on n'a pas une bonne démarche intellectuelle à la base et on cherche à être conforté dans ses opinions, ça va nous aider à le faire. Si au contraire on est quelqu'un de curieux, et ben ça va nous aider aussi à développer notre curiosité. Donc c'est pour ça que cette histoire de la liberté, voilà, ça nous donne des outils pour nous enfermer, mais ça peut aussi nous donner des outils pour nous libérer. Donc c'est vraiment une très bonne question, cette question de la liberté. Si on avait 2 conseils, ça serait garder votre esprit critique. Ça ne veut pas dire critiquer, ça veut dire avoir suffisamment d'objectivité sur les choses et de recul. Et ne soyez pas paresseux. Ne vous laissez pas enfermer. Prenez ça pour ce que c'est. Ça vous simplifie la tâche certaines fois. Mais voilà, n'hésitez pas à être curieux, comme a dit Rodolphe, allez voir ailleurs. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. C'est juste un outil et ce n'est pas plus qu'un outil. Et ça n'est pas plus fatigant d'aller voir les opinions des autres que d'aller regarder ses opinions. Alors qu'autrefois, il fallait dans des librairies spécialisées. Ou voilà. Donc, là, aujourd'hui, on a tout sous la main, les arguments pour, les arguments contre. À cela, il faudrait, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec vous, l'éveil des plus jeunes peut-être est très important sur ces questions de place des médias sociaux dans la vie et sur la manière dont ça peut altérer le jugement. Il faut aussi ajouter quand même ce que vous citez dans votre ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation de ces médias, parfois avec de très mauvais dessins. On pense aux faux profils que les pays lancent au moment des campagnes présidentielles pour attiser des débats ou des oppositions clivantes et qui peuvent influer sur le vote. Donc ça peut aller effectivement très très loin. Oui, là, effectivement, ce sont des usages. On a vu des travers. Je crois certains ont été un petit peu surpris, par exemple, des dernières élections, pas des dernières, des avant-dernières élections présidentielles aux États-Unis. Je pense que c'est à ça que vous faites référence. Oui. Et je pense que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on parlait de bulles qui enferment et peut-être qu'il y a eu, par certains aspects, un refus de voir les réalités parce qu'on était enfermé justement dans une bulle qui ne voyait pas qu'en fait, il y avait d'autres opinions qui s'exprimaient et qui sont exprimées d'ailleurs dans les urnes. Donc oui, ça existe, mais ça, on retombe sur la notion qu'on a vue tout à l'heure d'enfermement dans une bulle. Et quand vous faites référence, là, c'est une autre notion qui est en fait l'utilisation néfaste des données, des traces qu'on laisse, c'est-à-dire qui sont après utilisées à des fins de manipulation. Voilà. Ça existe aussi, c'est pour ça qu'il faut être plutôt prudent lorsqu'on est sur vous les avez appelés à juste titre les médias sociaux. Lorsque vous êtes sur ces fameux médias sociaux ou réseaux sociaux, sont effectivement des médias.
c'est-à-dire qu'ils sont là pour vous vendre du contenu, de la publicité, de l'audience. Ils sont là pour vous attirer, encore une fois, et pour ça, ils ont besoin de vos données. De vos données, celles-ci seront exploitées et en retour, après traitement, vous aurez une publicité ciblée, ou du moins vous aurez des messages ciblés qui peuvent avoir vocation d'influencer votre comportement. D'où la recommandation, on disait tout à l'heure avec Rodolphe, d'esprit critique, d'objectivité, de recul et d'absence de paresse pour aller vérifier l'information. C'est vraiment très important.